Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 2. Avant de commencer la review, comme d'habitude, et vraiment j'insiste, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos réactions, toutes vos vues, tout votre soutien autour de la chaîne de Clem Coco, et en particulier pour ma dernière vidéo, la review du premier épisode de Koh Lanta, le totem maudit. J'ai eu plus de 7000 vues en moins d'une semaine, et c'est vraiment adorable de votre part. Merci en tout cas d'être là. Sans vous, je ne pourrais pas continuer la chaîne, et c'est vraiment un plaisir de partager parce que je fais vraiment ça pour discuter avec les fans de Koh Lanta, pour avoir plein de points de vue et partager notre passion pour cette émission de TF1. Donc en tout cas, merci vraiment pour toutes vos réactions, toutes vos vues et tous vos commentaires. Continuez de réagir, vraiment c'est un plaisir de vous répondre. Il y a des fois peut-être que je mets un peu de temps à vous répondre, je sais, je suis un peu pris par le temps, mais vraiment merci beaucoup, c'est adorable de votre part. N'oubliez pas également que Clem Coco est sur Instagram, donc suivez Clem Coco sur les réseaux sociaux, j'essaye de poster régulièrement, donc n'hésitez pas à aller sur la page sur Instagram et me suivre. Comme ma chaîne YouTube Clem Coco, n'hésitez pas à vous abonner et à dire à vos amis de vous abonner. En tout cas, faites-le si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va enfin commencer la review du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, c'est-à-dire l'épisode 2. Et donc l'épisode commence tranquillement, toujours dans cette ambiance un petit peu asiatique. On va pas reparler du pré-générique et du générique puisque je l'ai déjà briefé dans la review du premier épisode, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de revoir. On voit plein de plans différents. Bon, malheureusement ça nous donne des fois beaucoup d'indices sur la suite de l'aventure, sur quel candidat va à quelle épreuve, donc est-ce qu'il va rester plus ou moins longtemps, mais bon, ça j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de l'éliminer, parce que j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose dans le pré-générique qui veut spoiler le prochain épisode. Donc je dirai mon avis, ce n'est pas la vérité, je n'étais pas sur le tournage donc je sais pas, mais en tout cas je donnerai mon point de vue sur ça. Et donc on a le résumé de l'épisode d'avant, ça non plus je vais pas m'étaler puisqu'on a déjà briefé l'épisode la semaine dernière. Et on commence vraiment l'épisode enfin, après cette longue introduction que j'aime bien, je vais pas cracher dessus, j'aime beaucoup les longues introductions, le pré-générique, le générique, ça met vraiment dans l'ambiance, j'adore tout voir. Donc je ne vais pas cracher dessus, mais c'est vrai que c'est un peu long pour ceux qui sont pas fans. Mais l'épisode commence, donc on a le lever du soleil, c'est voilà le début de la journée, petite musique asiatique pour nous mettre dans l'ambiance, puisqu'on est aux Philippines, il ne faut pas oublier. Et on va directement chez les violets après le conseil. Donc conseil un peu tumultueux, il y avait beaucoup de tension avec le départ de Céline et le petit clash qu'elle a eu avec Stéphanie qui avait été parfaite dans sa punchline. Donc vraiment il y a une petite tension, surtout qu'il y a le rappel du collier imaginaire entre guillemets de Seta et de toutes les stratégies qu'il y a eu. On a un petit récap de toutes les tractations qu'il y a eu. Et effectivement les candidats ne savent pas trop si Seta a vraiment ce collier ou pas. Est-ce que Céline l'avait, elle l'a donné à Seta? Est-ce que Seta là, elle l'a pas donné à Céline donc elle a gardé pour elle? Donc vraiment il y a plein de doutes chez les candidats après ce conseil assez hardcore, on va dire, au niveau de tension. Et on sent vraiment aussi que les candidats sont épuisés de ce conseil qui a été pas mal éprouvant. On a même Stéphanie qui propose de plus perdre. Écoute Stéphanie, c'est une bonne solution, de plus perdre les épreuves pour ne pas aller au conseil, c'est pas mal. Et on a Seta qui est déçue du départ de Céline, mais elle est pas surprise, elle s'en doutait un petit peu que ça se joue entre elle et Céline. Bon, c'est vrai que nous aussi, en tant que spectateurs, il n'y avait pas un suspense incroyable. Voilà, vaut mieux que ce soit Céline que Seta, parce que j'ai l'impression que Seta est vachement plus intéressante que Céline. En tout cas, dans le long terme, je pense que Seta va être plutôt sympa, et même dans cet épisode on va voir que finalement elle va bien tirer son épingle du jeu et elle veut aussi faire croire qu'elle a un collier, donc c'est vrai que ça peut être sympa, même si c'est pas vrai, c'est pas une stratégie incroyable et on reste sur un doute, mais c'est plutôt pas mal je trouve comme idée, surtout que vu ce qui va se passer dans l'épisode, elle peut continuer de le faire avec la nouvelle équipe dans laquelle elle est et aussi en réunification si elle arrive jusque là en tout cas, mais c'est pas forcément une mauvaise idée et ça met un doute, donc elle peut s'en tirer, surtout qu'il faut pas oublier qu'elle a Yannick qui la protège, donc on verra par la suite, mais en tout cas pas stratégie si mauvaise que ça par rapport à tous les moves qu'elle a pu faire pour sauver Céline, même carrément se mettre en danger. Je trouve que c'est pas le pire move qu'elle a fait là, pourquoi pas, ça peut la faire durer, on verra bien. Et puis on a le binôme Stéphanie et Mathéo qui pensent vraiment qu'elle a un collier, ils sont vraiment dans le doute et on a même Stéphanie qui veut fouiller son sac mais elle dit bon c'est pas vraiment moral apparemment, j'ai trouvé ça très marrant de sa part. C'est vrai que ça a déjà été fait dans Koh Lanta, par exemple Gabrielle dans Koh Lanta Thaïlande qui avait fouillé le sac de Pascal et qui avait trouvé le collier dans son slip. Là elle dit que c'est pas moral, bon clairement je pense que niveau éthique elle
ose pas trop le faire, elle a peur de se faire un peu lyncher. Elle a raison, mais c'est vrai que sa réaction était plutôt rigolote. On a un Mathéo qui est complètement flippé que Céline ait filé son collier à Ceta, donc c'est vrai que là, on sent que Ceta est clairement dans le viseur de tout le monde, que s'il y a un conseil, c'est Ceta qui sort, même si elle a ce petit collier imaginaire, clairement les gens veulent le viser, surtout qu'Yannick veut vraiment mettre les choses au clair, mais bon, on est dans Koh Lanta, hein. Le but aussi c'est de feinter, un petit peu mentir, cacher des choses. Je vais pas dire oui c'est vrai, le collier n'existe pas, bisous bisous. Ben non, il faut laisser le doute. Et après j'ai rien à montrer à personne, j'ai pas à ouvrir mon sac devant tout le monde, je fais ce que je veux. Enfin au bout d'un moment, si vous voulez fouiller mon sac, mais franchement au secours quoi, je suis pas un enfant. Donc il y a Ceta qui précise qu'elle veut se faire discrète, un peu comme d'habitude, j'avoue qu'elle me l'enlève de la bouche, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu dans le premier épisode, enfin quand même pour ses petites stratégies, mais voilà c'est vrai qu'avec ses camarades elle est pas très bavarde, mais elle veut être encore plus discrète que d'habitude, et se concentrer vraiment sur la prochaine épreuve. Et c'est pas bête de sa part parce que le but c'est de pas trop se mettre en avant étant donné que bon, elle est clairement au bottom de son équipe et en plus elle a peut-être un collier, donc la discrétion, vraiment c'est très important. On part chez les Bleus qui sont clairement épuisés, on sent vraiment qu'ils sont au bout de leur vie. J'étais un peu surpris parce que c'est quand même une équipe forte. On a Fouzi, on a Colin, on a Maxime, on a Alexandra qui sont plutôt solides, même Samira par exemple. Eh ben non, ils sont épuisés, ils ont très peu à manger. On a une Alexandra qui est ultra malade. Oula, j'ai dit là, petit abandon en vue. Donc clairement ça va pas fort. En plus ils ont pas de nourriture, le temps il est tout pourri. On a même Samira qui est complètement épuisée par le temps. Elle dit clairement qu'elle a sous-estimé l'aventure, elle s'attendait pas à un truc aussi dur. Elle parle du fait qu'il faut vraiment un mental d'acier et c'est vrai que je pense qu'en tant que spectateur, on a tendance à sous-estimer l'aventure. On les voit surtout voilà, sur le sable en train de rien faire, ramasser 2 cocos. Mais je pense que c'est vraiment dur à vivre et c'est encore plus dur en réel. Je pense qu'on se prend vraiment une claque. On a beau se dire oh là là ouais je sais c'est dur, tout va être humide, il va y avoir un temps pourri, on va avoir faim, il va y avoir 1000 stratégies. Mais je pense que c'est vraiment violent à vivre, une grosse claque dans sa tête clairement. Et des candidats aussi forts physiquement et même psychologiquement qui sont dans cet état-là, vraiment ça rappelle que Koh Lanta c'est pas pour blaguer, c'est vraiment une aventure très dure. Et on retourne chez les Verts où la bouteille qui annonce l'épreuve de confort arrive. Ça annonce clairement l'épreuve très connue avec les 2 murs et les cordes où les candidats doivent tenir par la force de chaque côté. On sait que bon voilà, la malédiction peut être là, il y a une petite annonce. On a un François qui est quand même motivé, il est pas chef d'équipe mais on sent que c'est le moteur quand même de son équipe par rapport à Jean-Philippe qui a été vachement plus discret dans cet épisode. Lui il veut vraiment gagner car ils ont tout perdu, ils ont perdu quelqu'un, ils ont la malédiction, ils ont eu le conseil tout de suite. Donc là ils veulent vraiment en confort parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est vraiment très dur. On sent vraiment que François booste son équipe. On a Ambre et Loana qui sont loin d'être bêtes et qui sont vraiment inquiètes pour cette annonce de malédiction, surtout qu'elles n'ont pas le feu. Et c'est vrai qu'au moment où ils ont dit ça, je me rends compte que dans le premier épisode, personne n'a tenté de faire du feu. J'étais hyper surpris, mais par contre, faut y aller là, l'aventure elle commence. Enfin, ça fait pas un jour, ça fait 3-4 jours là. Sam ou Marc par exemple l'ont fait en quelques minutes. Et vous êtes en mode non, c'est bon, on le fait pas tout de suite. Alors peut-être que c'était humide, donc forcément pas facile, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, mais le fait qu'ils se disent bon on n'a pas de feu alors qu'ils sont sous le ciel et qu'il ne pleut pas, non, faut se bouger les fesses en fait parce que sinon vous allez mourir, donc il faut faire le feu très rapidement. On a même un Nicolas qui est très stressé à cause de la malédiction, vraiment ça hante les esprits des candidats et j'avoue que même moi à leur place j'étais en mode ça va être très compliqué parce qu'on vient déjà de se taper un conseil tout de suite. Qu'est-ce que ça va être si on arrive encore dernier? En plus, on a François qui sent son équipe complètement démotivée, donc il continue de motiver les troupes. Clairement, c'est le moteur. Il ne veut pas perdre. On a aussi une Loana qui va se réveiller dans cet épisode. Je trouve que vraiment, elle s'est révélée. Et elle est très motivée aussi. Elle dit que c'est 100% du mental et qu'il va falloir tout donner. Donc les candidats arrivent sur l'épreuve. Sans surprise, c'est l'épreuve donc dite des toits avec les murs et les cordes. Les autres candidats apprennent donc le départ de Céline et Lily et ils annoncent que Pauline a récupéré le collier de Lily. Donc petite info pour tout le monde, au moins tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ne sont clairement pas surpris, surtout pour Céline. Lily, bon c'est un peu plus surprenant mais le fait qu'elle ait le bracelet ça l'a condamné. Mais bon je pense que les candidats ne sont pas du tout surpris. On a François qui témoigne et qui dit que le début de l'aventure est vraiment compliqué à cause du sommeil, de la faim, vraiment il est au bout de sa vie. On a Jean-Philippe qui est revanchard et qui veut vraiment manger. On sent que là il a changé un peu de discours, il dit qu'il a rien à prouver à personne, que voilà ils vont tout donner, qu'ils sont pas forcément contre les bleus ou contre les violets, qu'ils sont vraiment sur l'épreuve entre eux et qu'ils vont tout donner. On a vraiment un discours qui a changé par rapport à la première épreuve d'immunité où il faisait trop son malin et qu'il est vite redescendu. Là clairement il essaie d'être un peu plus humble, un peu plus sobre. Est-ce que c'est un message de rédemption? Je ne sais pas, mais en tout cas il est beaucoup plus calme. Et on a un Mathéo qui dit qu'il veut se défoncer à mort parce qu'ils ont
très très fin. On apprend donc que la récompense c'est un local, Rupa, qui va leur transmettre son savoir et ses astuces dans la jungle. Donc on a une Alexandra qui est surexcitée, vraiment elle était en mode trop le démon, j'étais en mode oulala, mais calme-toi, parce qu'ils trouvent rien sur leur île et ils disent mais on doit tout louper mais on ne trouve rien. Et vu qu'ils connaissent pas du tout, elle est vraiment ravie s'ils gagnent d'avoir ce petit Rupa qui pourra leur expliquer comment ça se passe. On a également une nouvelle info, il ne faut pas perdre, donc ça on s'en doutait un petit peu, mais Denis laisse le mystère, il tease, il dit pas trop ce qui va se passer. Et donc on apprend donc que c'est l'épreuve du toit, ça je vous l'ai déjà dit. Donc 3 d'un côté, 4 de l'autre, vu qu'ils sont 7. On connaît bien l'épreuve, c'est un petit peu un classique. Par souci d'équité, une femme tire la boule bleue et c'est Samira chez les bleus. Donc elle est très très colère, elle se jette la boule. Vraiment, on sent que ça la perturbe un peu de pas faire cette épreuve. Elle dit que c'était une épreuve pour elle et qu'elle voulait vraiment la faire. Mais elle dit qu'elle va apporter, même sur le banc de touche, qu'elle va les booster. Et donc c'est le moment de faire des petites stratégies pour l'épreuve. On sent vraiment que chez les bleus, c'est Colin et Alexandra qui donnent un maximum de conseils. François prend le lead également, mais on a quand même Ambre et Luana qui se rebellent un petit peu et qui donnent leur avis. On a même Franck qui valide le dire des filles. Et Jean-Charles et Mathéo prennent un peu le lead côté violet. Ils donnent des astuces également. On sent vraiment que là, même s'il y a des chefs d'équipe entre guillemets et des leaders, que c'est pas forcément eux qui prennent le lead au niveau des stratégies des épreuves. Donc tout le monde écoute chaque candidat afin d'avancer un maximum dans cette épreuve et tenir le plus longtemps. Donc l'épreuve commence. On sent que c'est une épreuve de mental. Il faut un peu de force certes, mais c'est vraiment du mental, de la concentration et de la ténacité. Denis souligne également une nouvelle fois qu'il faut vraiment pas être dernier. Je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là, mais vraiment il le souligne énormément de fois. Et donc c'est parti. Donc là on est vraiment dans l'attente. On va voir qui c'est qui va tomber en premier, qui c'est qui va être le plus persévérant. Et la première à chuter, c'est Stéphanie chez les violets. Donc ils ne sont déjà plus que 6. Mais très rapidement chez les verts, on a Pauline également qui glisse. Ils sont plus que 6 chez les verts aussi. On a Franck qui est vraiment en détresse. Il glisse énormément, sauf qu'il est au milieu et il glisse clairement sur Luana, il lui chute dessus et je pense que Franck le fait pas 30 kilos, donc c'est un peu compliqué pour Luana. Elle lui demande sans cesse de se relever, de tenir parce qu'il glisse clairement sur elle. On a Ambre ensuite qui tombe chez les verts, ils sont déjà plus que 5, décidément ça s'enchaîne chez les verts. Beaucoup de chutes et de faiblesses, on sent vraiment que l'équipe est pas au top du tout. Samira tente de booster les bleus, même si elle est assise sur le sable, elle les encourage fortement. Géraldine chute à son tour chez les bleus, bon c'est pas très surprenant, elle est pas super forte Géraldine, on va pas se mentir, donc ils sont plus que 6 également. Luana et Franck, ça devient extrêmement compliqué la situation. On a même carrément Luana qui prend une grosse décision et qui décide de passer sous Franck afin de ne plus avoir le poids de Franck sur elle et de tenir un peu plus. On sent que du coup Luana est plus forte physiquement et mentalement que Franck. Franck accepte, elle passe dessous, donc c'est vrai qu'on a eu un petit moment gênant. J'ai vu sur Twitter qu'il y a eu énormément de mèmes dessus. Bon, c'était un peu lourd, on va pas se cacher. Moi, c'est vraiment pas l'humour qui me fait rire, mais c'est vrai que bon, ça a beaucoup été partagé et c'est vrai que c'était un petit peu malaisant cette scène, mais ils ont réussi finalement. Mais quand même, Franck après ce move chute et très très rapidement, ils ne sont plus que 4. On a Olga et Alexandra qui lâchent chez les bleus. On a un Benjamin qui souffre énormément et puis qui tombe, donc les bleus ne sont plus que 2, mais c'est de très bons candidats qui peuvent vraiment tenir, donc j'étais pas trop inquiet pour eux. Les violets sont toujours 6, vraiment ils sont très bons. On a un Bastien assez incroyable, même si je suis pas fan de ce candidat, c'est vrai que là il est assez faux sur l'épreuve, c'est pas surprenant vu son métier, hein. Clairement il est cordiste il me semble, donc là sur l'épreuve pour lui c'est cadeau, un peu comme Jonathan des armes secrètes, c'est un peu son truc, il est vraiment en confiance. Yannick booste son équipe en disant qu'il les défonce, qu'il défonce toutes les autres équipes. On a Anne-Sophie malgré ça qui chute, clairement on sent que là ça va être les plus gros candidats niveau mental et sportif qui vont rester pour tenir un maximum. Et puis très rapidement, pendant que Franck est en train de revenir sur la plage après sa chute, tous les verts tombent et glissent et c'est fini pour les verts, ils arrivent derniers. Donc là ils vont encore se taper la malédiction pour une seconde fois, on sent vraiment qu'ils sont déprimés. On a les violets qui sont plus stratégiques également, qui décident de faire tomber Zeta rapidement pour perdre un peu de poids. On a un Colin du côté des bleus qui se fait peur, qui a 2 doigts de glisser. Les violets décident de faire la même stratégie que Franck et Luana. On a Mathéo qui glisse sous Yannick parce qu'il se sent vraiment à l'aise alors qu'Yannick il est plus lourd physiquement, il a vachement plus de muscles, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui. On a d'un coup Jean-Charles qui chute, je suis un peu surpris mais c'est vrai qu'il chute assez rapidement. Et on a même les 2 violets au-dessus, c'est-à-dire Mathéo et Bastien qui conseillent à Yannick de lâcher car ça enlèvera encore plus de poids. Ils sont vraiment à l'aise et donc ils disent à Yannick vas-y lâche, c'est bon on va tenir. Fouzi est également extrêmement à l'aise, on le sent vraiment qu'il peut tenir longtemps. Et là on a un petit duel, enfin même un duel à 4 du coup. Bastien Mathéo contre Fouzi et Colin, qui va gagner? Les bleus, les violets. Bastien est ultra en confiance, il conseille même Mathéo pour qu'il tienne très longtemps et qu'il batte enfin les bleus. Et puis finalement Fouzi craque et lâche et c'est donc la victoire pour les violets. Ils sont pas mal hystériques étant donné qu'ils étaient restés sur une défaite, enfin ils étaient arrivés 2e mais ils avaient quand même eu le conseil. Donc ils sont vraiment hystériques, on sent vraiment que c'est la joie complète dans l'équipe. Fouzi semble comme assez déçu et on a carrément Jean-Philippe qui est
ultra vénère, qui dit qu'il a le mort et qu'il est clairement dégoûté. On peut le comprendre parce que c'est vraiment une accumulation qu'on sait tout de suite et maintenant une nouvelle malédiction. C'est une belle revanche pour les violets, on va pas se cacher. On a Matteo et Bastien qui ont fait une très belle performance. Matteo est content de cette revanche par rapport à son début d'aventure qui était compliqué. Il avait été choisi dernier. C'est vrai que bon, il est un peu au bottom de son équipe, on va pas se mentir, il est clairement pas au top. Il est fier de lui et de son équipe. On a Jean-Philippe qui parle d'un poids déséquilibré, ils ont fait de mauvais choix. Et clairement, Franck là, à ce moment-là, s'en prend plein la gueule. Il dit que Franck n'a pas tenu. On a même Nicolas qui montre du doigt Franck en disant qu'il a pas assez de bras et qu'il était plus lourd que Louana, que Louana était plus forte et plus légère. C'est vrai que ce moment-là, c'est un peu compliqué. On a Louana qui relate la situation. Clairement, dès que la position de Franck c'était la mauvaise, il tombait sur elle, c'était trop compliqué pour elle. On a Franck qui acquiesce et qui ne peut que valider. Mais vraiment, c'était un peu le procès de Franck. Clairement, j'étais en mode oh là là, ça va être compliqué sur le camp. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des tensions, ça va créer des histoires, on va pas se mentir. Et donc, les violets vont retrouver Rupa qui va les conseiller en survie et en nourriture. Yannick est ravi, il veut même enseigner à sa fille ce qu'il va apprendre grâce à Rupa. Donc, vraiment, ils sont au top. Mais on apprend aussi qu'ils vont avoir un avantage qui est une conséquence de la malédiction que vont vivre les vers. Et donc, Ambre récupère le totem maudit, on va découvrir ce que c'est cette malédiction et l'avantage que vont avoir les violets par rapport à ça. Et là, on apprend très vite qu'effectivement, les violets vont pouvoir prendre un aventurier vert, mais ce n'est pas tout. Parce que ça, c'était une bonne nouvelle, ils auraient été un de plus et les verts un de moins, ils auraient pris un gros candidat pour solidifier leur équipe et la rendre plus forte, mais finalement, ce n'est pas tout. Effectivement, ils vont devoir switcher avec l'un d'entre eux. C'est un peu une stratégie pour aussi fortifier son équipe. Je ne sais pas si fortifier ça se dit, mais en tout cas je le dis, pour fortifier son équipe, c'est-à-dire enlever un peu un élément faible. Et je me dis c'est un peu violent parce qu'en fait c'est l'avantage un peu useless. Même si bon on perd quelqu'un de faible dans son équipe et qu'on prend quelqu'un de fort, voilà ils étaient quand même depuis 3 jours ensemble, ils étaient plutôt unis, même si bon Zeta est peut-être un peu dans le bottom, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour le candidat en question alors qu'il a quand même gagné l'épreuve. Donc c'est un peu un cadeau empoisonné je trouve. Ok, les violets ont le pouvoir, mais c'est un peu trash quand même pour eux. Je trouve que c'est un peu violent, surtout pour la personne qui va partir. On sent vraiment que les candidats sont très déçus et que c'est pas un avantage qui les ravit fortement. Donc on se demande bien qui les violets vont prendre et qui c'est qui vont un peu virer de leur équipe. Franck pense que direct François va partir parce que c'est vrai que c'est une armoire à glace le mec, quand même, on va se mentir. Et là il se concerte et beaucoup de noms sortent. Clairement François sort dans les premiers noms. On a aussi Ambre et Pauline. Alors Pauline j'étais un peu surpris parce qu'elle est un peu useless, surtout qu'elle a le bracelet. Alors peut-être qu'il voulait la prendre parce que justement elle avait le bracelet et que c'était facile de la sortir. On a même Yannick je crois qui dit, ou un des violets qui dit on va bien le nourrir avant qu'il passe à l'échafaud. Bon clairement ils disent ça va être la target, ça va être un joker. On sent vraiment que les candidats verts qui va débarquer dans la violet, il va pas faire long feu. On a Louana qui pense clairement que ce sera François qui va intégrer les violets et Zeta qui va partir chez les verts. Là on est persuadé. On a beaucoup d'hésitations. Yannick hésite à partir chez les verts, mais il a quand même un petit peu peur. Matteo dit que s'il va chez les verts, il va se virer sûr de sûr. Donc clairement, il ne veut pas y aller. Et c'est finalement Zeta qui se propose. On sent vraiment qu'elle est saoulée par tout ça et qu'elle dit bon ben je vais chez les verts. Surtout qu'elle a un petit peu son histoire du collier imaginaire qui peut tenir sur la longueur. Donc c'est pas si bête que ça. Et surtout qu'en plus, elle était dans le bottom de son équipe. Donc en fait, elle a rien à perdre. Elle savait que s'il y avait un conseil chez les violets, c'était elle qui sortait. Donc autant partir chez les verts et se donner peut-être une chance d'être intégrée dans une nouvelle équipe qui va peut-être plus l'apprécier. On a les verts qui essaient de se remonter le moral comme ils peuvent en disant la personne qui va partir chez les violets au moins elle va manger. Et on découvre que les violets finalement vont prendre Ambre. Alors j'étais ultra surpris. Ils l'ont prise parce qu'elle était calme et réfléchie. Mais clairement, je m'attendais à François, un peu comme avait dit Louana. Mais finalement, ils ont pris Ambre. Est-ce que c'est pour la sortir très rapidement parce que c'est facile? Je ne sais pas trop. Les verts lui disent au revoir et espèrent la retrouver en réunification. Et elle dit finalement, je suis un petit peu contente parce que je vais manger. Ils lui disent même remplis-toi bien la panse. Mais bon, je pense que clairement, le lot de consolation est un peu amer. Elle avait pas forcément envie de quitter son équipe. Elle va devoir s'intégrer à une nouvelle équipe. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Mais bon, voilà, Ambre et Violette maintenant. Elle dit quand même à Denis qu'elle pense que ça va bien matcher, mais elle est quand même assez triste de quitter les verts, elle va pas se mentir. Et là, on a Anne-Sophie qui annonce que malheureusement, c'est Zeta qui s'est portée volontaire et qu'elle va rejoindre les verts. Et là, on a une Anne-Sophie assez émue. J'étais un peu surpris parce qu'elle a clairement voulu la faire sortir au premier épisode parce qu'elle la trouvait pas assez ouverte. Elle avait clairement pas d'affinité avec elle. Et là, on a l'impression qu'elle est un petit peu au bout de sa vie. J'étais un peu surpris. Zeta raconte que personne voulait se désigner, donc elle s'est un petit peu sacrifiée. Bonne stratégie, elle dit clairement pas, oui, clairement, j'étais dans le bottom, donc je ne peux que mieux m'en sortir chez les verts. Et donc, elle rejoint les verts. François semble assez content qu'elle débarque et qu'il partage ses valeurs par rapport à son sacrifice, donc il est assez content de la voir. Et puis rapidement, finalement, ce cadeau empoisonné se transforme en petit avantage pour les deux filles qui ont été switchées, puisque Denis leur donne une amulette d'immunité. Donc je me dis ça va, finalement c'est pas si horrible parce qu'elles vont tenir au moins au premier conseil de leur équipe. Je me dis c'est moins violent parce que c'est vrai que si elles n'avaient pas été immunisées pour le premier conseil, clairement Ambre serait sortie et Zeta aurait été sur la sellette, on va pas se mentir. Mais au moins c'est pas si horrible
Et donc pour l'échafaud, on repassera. Et donc on retourne chez les Violets où Ambre débarque dans sa nouvelle équipe et donc dans son nouveau camp. Elle est hyper choquée, elle est agréablement surprise par le camp. Elle part de son convert qui est une catastrophe. Elle dit même que Seta va vite redescendre quand elle va voir le camp. Mais Bastien dit qu'il est pas trop inquiet pour elle parce qu'elle trouve pas mal de trucs. Seta en survie, elle est pas si mauvaise que ça. Donc on l'apprend un petit peu parce qu'on n'avait pas trop vu dans le premier épisode. On a Jean-Charles qui parle du fait d'avoir choisi Ambre. Il explique un peu pourquoi ils ont préféré prendre Ambre que les gros baraques comme François ou JP. Il les appelle même les baraquets verts, qui les surnomme les Golgoths. Bon, moi je ne connaissais pas trop l'expression, mais pourquoi pas. Ils ont préféré prendre Ambre qui semblait être quelqu'un de plus agréable à vivre. Ils voulaient vraiment que ce soit tranquille et pas quelqu'un qui s'impose avec ses gros bras, avec son gros ego. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi François, Nicolas ou même JP. Les verts rassurent Ambre en disant voilà, on t'a choisi à l'unanimité. L'unanimité, je suis pas sûr, vu les discussions qu'ils ont eues. Mais voilà, il la rassure en disant mais t'es pas forcément un joker, on va pas te sortir en direct, calme-toi. Bon, c'est normal, ils vont pas lui dire bon mais clairement t'as pris un joker, tu vas sortir en 3 secondes. Ils essayent de tâter le terrain, de la mettre en confiance pour peut-être mieux la trahir plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que Ambre est plutôt bien acceptée malgré tout. Il semble avoir fait un bon choix pour eux. Au niveau social, elle est assez bonne, donc pourquoi pas, on verra bien par la suite. Mais voilà, on sent que quand même, ils essaient de la rassurer un maximum pour pas qu'elle flippe et qu'elle essaye de faire des stratégies, chercher des colliers dans tous les sens. On a même Mathéo et Stéphanie qui sont ravis, qui l'aiment beaucoup. On a Stéphanie qui annonce qu'elle en sait même plus sur elle en l'espace de quelques heures que sur Seta en 3 jours. Donc vraiment, on sent que Ambre est adoptée par tout le monde, même si à la place de Mathéo et Stéphanie, je considérais Ambre un peu comme une menace parce qu'elle peut prendre leur place dans l'équipe et ça peut devenir les bottoms. Donc vraiment, il faut qu'ils soient un peu plus attentifs et surtout un peu plus stratégiques parce que Ambre peut être par exemple une alliée mais aussi une ennemie, donc il faut vraiment faire attention. On part chez les Verts où Seta débarque elle aussi dans sa nouvelle tribu, dans son nouveau camp. Elle annonce direct les stratégies des Violets comme quoi c'était elle ou Céline qu'elles étaient au bottom et que clairement ça se jouait entre elles. Les Verts la rassurent que ils la prennent pas non plus pour une target, ils font la même stratégie que les Violets. Bien sûr qu'on va pas dire à une nouvelle arrivante bon t'es un joker, tu vas sortir en 3 secondes. Elle explique qu'elle s'est sacrifiée parce que c'était chaud pour elle. Elle le dit honnêtement, elle est assez transparente, qu'elle a vu que c'était une nouvelle chance de repartir à zéro dans l'aventure. On a Jean-Philippe qui la respecte énormément, il dit même que c'est une guerrière. Donc on sent que Seta est plutôt bien acceptée, même mieux acceptée que chez les Violets. Elle semble assez contente parce qu'on lui a quand même déroulé le tapis rouge selon ses dires, mais elle préfère rester sur ses gardes. On sent que malgré tout que Seta n'est pas si bête que ça. Non seulement elle est bonne en stratégie, mais au niveau social, elle sait faire les choses. Certes, elle n'est pas très ouverte, mais elle sait rester discrète, rester sur ses gardes et pas forcément s'emballer. Et au niveau survie, Seta est surprise que les Verts n'aient pas mangé alors qu'elle a trouvé plein de ressources, manioc, canne à sucre, etc. Et ni une ni deux, quand elle leur annonce ça, ils disaient ok, on va t'amener dans la jungle et essayer de trouver un maximum de trucs parce que nous on trouve rien. Et en quelques minutes, voire quelques heures, elle trouve énormément de choses. Elle trouve du manioc, des cannes à sucre. Et là, on sent qu'elle peut gagner énormément de points parce que vraiment, ils n'avaient rien à manger et en quelques secondes, elle trouve plein de trucs. Et c'est vrai que si elle remplit le stomac des aventuriers, ils vont pas la sortir tout de suite. Donc elle gagne des points. Vraiment, j'étais content pour Seta. Enfin, on la voit sous une jolie facette. On voit vraiment qu'elle est capable de faire des choses. On a un François qui est ravi, mais qui est en même temps déçu de n'avoir rien vu et d'avoir été Miro. On a même Loana qui dit clairement ils étaient zéro. Vraiment, on a été nuls. Alors que Seta, en quelques secondes, elle trouve tout. Et vraiment, Seta, elle prend une bonne place dans son équipe. Encore mieux que Ambre, je trouve. Surtout qu'on a un Franck qui est assez rassuré vu le drama qu'il a vécu avec le tarot sauvage. On revoit la séquence du premier épisode qui avait beaucoup fait parler sur les réseaux. Et Seta, vraiment très douée, elle trouve de la canne à sucre. Franchement, honnêtement, elle gagne des points, on va pas se mentir. On a même Loana qui fait énormément d'éloges sur Seta. Clairement, elle trouve sa place en remplissant les ventes. On sent qu'elle est vachement plus acceptée que les Violets. On a Nicolas qui est vraiment content d'elle et pense qu'ils ont fait une erreur en la laissant partir. Donc clairement, Seta, elle est bien placée maintenant, je trouve. Elle a fait le bon choix en partant chez les Verts. Les Verts se régalent et Seta réalise vraiment qu'elle a fait le bon choix. Vraiment, c'est définitif. Et que maintenant, elle a bien sa place chez les Verts. Et en parlant de survie avec Seta, on a Rupa qui débarque chez les Violets. Et c'est vrai que là, on a un gros passage de survie. Ça faisait longtemps dans Koh Lanta parce que même dans la légende, on n'en avait pas énormément. Et là, vraiment, on a Rupa, donc le local, qui montre où trouver la nourriture. Il explique comment les manger. C'est comme on a des petits amandes locales, alors je sais plus le nom exactement, qui peuvent ramasser directement par terre, les ouvrir et les déguster. Stéphanie et Mathéo sont ravis. Ils ont les yeux pleins d'étoiles. Clairement, on sent qu'ils sont très contents d'apprendre tout ça. Ensuite, il explique la préparation du bambou. Yannick et surtout Jean-Charles semblent vraiment à l'écoute et passionnés par tout ce que dit Rupa. Jean-Charles est vraiment ravi. On le sent qu'il est dans son élément parce que lui, la nature, il aime beaucoup. Et il montre ensuite comment construire des éléments du quotidien comme pour la cuisine ou pour la pêche ou même la chasse. On a Anne-Sophie, Mathéo, Jean-Charles, quasiment toute l'équipe qui sont vraiment bluffés et satisfaits de ce confort, plein de nouveautés, plein d'enrichissements au niveau survie. C'est vrai que malgré tout, on pense que bon voilà, il va montrer des trucs, il va se casser. Et finalement, il apprend plein de petits trucs qui fait que voilà, ça améliore le quotidien, des petites astuces qui peuvent aider pour la pêche ou même pour se nourrir plus facilement. Donc c'est vraiment un moment très top, même si c'est pas passionnant parce que c'est pas la survie qui m'intéresse le
plus dans Koh Lanta, mais ça permet de mettre une petite parenthèse dans laquelle on peut respirer, sortir des stratégies et de la compétition, et vraiment c'est sympa. Et en partant, il a un petit cadeau pour eux, il leur donne un allume-feu afin qu'ils puissent faire le feu le plus rapidement possible, étant donné qu'aucune équipe n'a le feu en l'espace de 4 jours, c'est un peu surprenant. Et donc l'équipe est vraiment contente, elle le laisse partir avec plein de connaissances et surtout de quoi faire le feu, et ça c'est pas négligeable. Et directement, on a Stéphanie, Bastien et Jean-Charles qui s'y mettent direct. Stéphanie a rapidement une braise, j'étais assez surpris de voir Stéphanie hyper motivée pour la survie. Franchement, je pensais que c'était que de la stratégie et un peu de social, mais c'est tout. Et là, on sent qu'elle a envie de percer au niveau stratégie. Elle est assez fière d'elle. Elle prend la petite braise, elle la met dans le nid, elle la secoue un peu à la marque dans Johor. C'est une méthode comme une autre, mais c'est une méthode qui apparemment fonctionne. Et finalement, ça s'éteint parce qu'il y a trop d'immunité. Elle est un peu déçue, mais elle lâche pas. Elle décide carrément de se couper une mèche de cheveux, parce que c'est vrai que les cheveux, ça prend vite feu, afin que le feu prenne plus rapidement. Et donc, elle refait sa braise, elle le met dans le nid, elle rajoute sa mèche de cheveux. C'est vraiment pas bête. Elle enchaîne, elle est concentrée, elle continue à secouer son petit nid pour que le feu prenne et rapidement ça prend et c'est Stéphanie qui a fait le feu. Alors là j'étais sur les fesses, je m'attendais pas à la voir dans la survie et finalement si, bravo à elle, vraiment, j'aurais pas parié sur elle donc bravo. Les candidats la remercient, elle est vraiment fière, elle dit que c'est un peu une libération, c'est un peu une nouvelle facette de Stéphanie clairement. On sait qu'elle était stratège et qu'elle avait un social plutôt correct, mais alors là je suis choqué. La survie fait partie de ses cordes, donc bravo à Stéphanie, elle continue de gagner des points auprès de son équipe et dans mon cœur clairement. Donc bravo, on a Ambre qui hallucine totalement vu le confort qu'elle vit chez les violets et elle est ravie. Et ensuite, on retourne chez les Verts et là, c'est le coup de massue. Alors, je m'y attendais pas du tout, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Franck veut partir. Voilà, Franck veut abandonner l'aventure, il veut partir, il en a ras-le-bol, il veut se casser. Donc, on a quand même François qui est hyper choqué, qui essaie de le rassurer. Il veut surtout pas qu'il s'en aille parce qu'il sera pas remplacé, puisque les abandons ne sont pas remplacés dans Koh Lanta. Les abandons médicaux, certes, mais pas les abandons. Mais on sent que Franck est déterminé, il veut partir, il est dégoûté de l'aventure, il veut s'en aller, il s'y retrouve plus. François le trouve complètement égoïste, il ne comprend pas. On a même Nicolas et Jean-Philippe qui n'en reviennent pas. Alors j'avoue que j'étais un peu déçu parce que je l'aimais bien, moi, Franck, dans le premier épisode. J'ai toujours un petit attachement au doyen, je vous l'avais déjà dit, et là c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi d'un coup il a voulu partir. J'étais assez surpris, un peu déçu. Alors c'était clairement pas mon candidat préféré, mais je me dis, là on est sur une erreur de casting, clairement. Des abandons aussi rapides, on est que sur une erreur de casting, on va pas se mentir. Il a pris une place de quelqu'un qui voulait faire l'aventure et c'est vraiment décevant. Et on a un François qui est vraiment en colère et je comprends parce que c'est vraiment horrible cette situation. Non seulement c'est une erreur de casting, il a pris la place de quelqu'un qui voulait le faire. C'est vrai qu'ils ont énormément de candidatures et ils l'ont pris alors qu'il a fait 3 jours d'aventure et il a lâché l'affaire. Et en plus, il n'est pas remplacé, donc il handicape son équipe. Et rapidement, c'est vraiment validé. Franck annonce à toute équipe qui quitte l'aventure et qui s'en va. Les Verts sont vraiment déçus, ils lui en veulent énormément. On sent que ça peut partir en règlement de compte. Là, on a Louana qui est vraiment colère. Elle pète un câble. Louana s'est réveillée dans cet épisode, on l'avait pas vu dans le premier épisode. Là, vraiment, elle s'est imposée. Elle est très déçue et très en colère contre Franck. Et ça ne passe clairement pas. Ils disent qu'ils ne pensent pas du tout à l'équipe. On a Nicolas aussi qui est également très déçu et je les comprends, les pauvres, c'est vraiment horrible quand quelqu'un abandonne. Ça met l'équipe vraiment en danger parce qu'ils arrivent en infériorité en unification et ça commence à être vraiment compliqué pour tous les candidats. En gros, ils tirent une balle dans le pied de chaque candidat, donc c'est vraiment violent. Louana est révoltée, elle le traite d'égoïste et vraiment elle commence à s'énerver contre lui. Et Louana dit à la caméra que c'est clairement un problème d'ego, que Franck n'a pas brillé en ce début d'aventure. Il n'a pas brillé sur l'épreuve des puzzles où il arrivait avant-dernier chez les hommes. Sur l'épreuve des élastiques, il n'a pas du tout été performant et sur l'épreuve des toits, il a été catastrophique. Donc c'est clairement un problème d'ego. On apprend même qu'il avait dit pour l'épreuve du puzzle que ses proches, il entendrait cette histoire pendant très longtemps, le fait qu'il soit arrivé dans les derniers. Donc vraiment, il se sent en danger, il sent qu'il aurait pu être éliminé, il veut pas être éliminé. Son ego, clairement, le fait parler et lui dit de partir. Donc Louana pète un câble. On a François aussi également qui est très énervé. Louana ne veut plus en entendre parler. Elle est vraiment sur les nerfs et je la comprends tout à fait, la pauvre. Nicolas ne comprend pas et trouve ça vraiment petit. Toute l'équipe décide de tourner le dos à Franck. Clairement, pour eux, c'est un coup de couteau dans le dos. Ils sont vraiment très déçus. Jean-Philippe est dégoûté car il l'avait choisi pour sa sagesse et finalement, on se rend compte que la sagesse, il n'en a pas énormément. Il décide de dire au revoir à toute l'équipe, mais Louana ne veut pas lui dire au revoir. Il retrouve Denis. Denis n'arrive pas à le convaincre, clairement. Franck est déterminé et il quitte définitivement l'aventure et au revoir Franck. Clairement, je suis assez déçu. Je suis comme les Verts. On sent quand même que les Verts décident de rester solidaires à 6 et ils se couchent très amèrement et ça, vraiment, je les comprends. Quel enfer. C'est vraiment dégueulasse. Il a pensé qu'à sa tête alors que clairement, il avait qu'à attendre le prochain conseil et il sortait direct. Et non, c'est son ego qui a parlé. Il préfère abandonner.
Très bien. Et le lendemain, chez les Violets, le soleil se lève et Anne-Sophie est déjà en train de travailler grâce aux astuces de Rupa. Donc vraiment, on sent que son passage n'a pas été inutile. On sent l'équipe reboostée. Yannick est vraiment content. Il dit que l'équipe est au taquet, que ça bosse clairement sur le camp. Donc vraiment, il est ravi. Mais Yannick, au niveau nourriture, se veut raisonnable et préfère rationner parce que c'est vrai que là, il se sent un peu enflammé. Il dit on va manger ci, on va manger ça, on va manger ci. Anne-Sophie est assez d'accord. Elle tente de trouver un petit accord, mais bon, finalement, elle décide de faire ce que dit Yannick. Même si Yannick veut pas s'imposer et passer pour un rabat-joie, tout le monde est assez d'accord avec lui, ils le comprennent. On sent vraiment que Yannick a pris le lead et que c'est pour moi le chef d'équipe. Clairement, il a pris la place de Céline. Céline, c'était assez catastrophique en tant que chef, donc Yannick avait rapidement pris sa place, même quand elle était encore là, on va pas se mentir. Et très rapidement, les Violets admirent le spectacle des singes. Effectivement, ils ont pas mal de copains autour d'eux, donc les singes qui sont dans leur habitat naturel. Ils sont un peu comme des enfants au zoo, ils regardent ça avec des yeux complètement émerveillés. Ils découvrent la vie des singes, leur façon de faire, d'ouvrir par exemple une noix de coco. Et c'est vrai qu'on a une Ambre qui est complètement fan des singes, donc elle est vraiment ravie. On apprend qu'ils confondent les macaques avec les capucins. Bon, moi je suis pas très fort en race de singes, donc j'aurais pas non plus brillé. J'aurais dit c'est un capucin, ok je te crois. Donc Denis précise que c'est des macaques et non des capucins. Mais Ambre est complètement ravie, elle est complètement fan. On a Jean-Charles qui se compare un peu aux singes en disant qu'ils sont vraiment nuls à côté d'eux, parce que c'est vrai que les primates en 3 secondes ils ouvrent la noix de coco et que malgré tout ils galèrent comme pas possible. En même temps les singes ils ont l'habitude, donc c'est pas vraiment surprenant. Mais niveau animaux, on sent qu'Anne-Sophie c'est pas trop son délire. Déjà elle se fait un peu agresser par les singes. On a un petit moment où clairement les singes sont sur elle. Et ensuite elle croise un serpent vert fluo qui l'a regardé clairement droit dans les yeux selon ses dires. Et c'est pas sa journée, Anne-Sophie, à niveau nature, jungle et animaux. Elle réalise vraiment que c'est très hostile et que c'est pas chez elle, que c'est la jungle et que les animaux sont chez eux. Donc elle est pas très rassurée, mais bon, c'est vrai qu'Anne-Sophie est quand même plutôt positive. Donc malgré ses peurs, elle est souriante et elle en rigole. Mais c'est vrai qu'Anne-Sophie, j'étais vraiment pas fan d'elle au portrait et elle se révèle dans l'épisode, c'est vraiment agréable. Et on retourne chez les Bleus qui écument la forêt. On a Samira qui est motivée pour faire le feu. Elle booste même Géraldine en disant ouais c'est bon on va le faire, on va faire le feu. Et là, c'est grosse tentative de faire du feu chez les Nagpans, chez les Bleus. Fouzi, Olga et Maxime sont au boulot, ils taffent. Benjamin et Colin s'y mettent également. On sent que tout le monde est dans le coup. Clairement, ils se relayent, ils enchaînent. Colin frotte sans limite. Et là, on sent qu'il est proche, mais ça ne prend pas. Et on a même Denis qui explique en voix off que clairement, ce n'est pas la bonne méthode. Et qu'ils ne vont pas y arriver comme ça. Ils ne lâchent pas quand même l'affaire, ils se boostent entre eux, mais ils échouent vraiment sans limite, les pauvres. Ça m'a vraiment fait de la peine pour eux parce qu'ils donnent tout et ils n'ont pas la bonne méthode. Et clairement, bon, les caméramans ne peuvent pas les aider non plus. Mais c'est vrai que bon, c'est dommage parce que vraiment, ils s'y donnent vraiment à fond. Colin a même un coup de chaud et il préfère faire une pause parce qu'il a 2 doigts de s'évanouir tellement qu'il a tout donné. On a même un petit regard, j'avoue, perfide de Benjamin à ce moment-là en mode ah, tu es faible, je vais t'éliminer. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu rire le côté stratégique de Benjamin qui le regarde en mode ah, ça y est, toi si t'es faible. Voilà, potentielle tentative d'élimination. Bon, après ça, je me suis fait un film dans ma tête, clairement, mais j'ai bien aimé ce petit regard. Et c'est Samira qui, à son tour, s'y met, elle donne tout, et malgré ça, ça ne prend vraiment pas. La méthode n'est pas la bonne. Denis a raison, malheureusement. Olga est vraiment frustrée d'échouer, à la limite, à 2 doigts de l'avoir. Ça fait 4 heures qu'ils sont dessus, mais il lâche rien. Benjamin s'y met, on sent que Benjamin est motivé, on l'a jamais vu comme ça. Il donne tout, il donne vraiment tout pour l'équipe. On est avec lui, mais ça donne rien. On a un Benjamin qui est complètement épuisé de faire le feu. Il s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi compliqué. Il parle du fait que l'aventure est vraiment dure, que la fin a même des conséquences sur son champ visuel. Il est surpris par les symptômes de la survie en pleine nature. Vraiment, c'est très compliqué pour lui. Il s'attendait pas à ce que ce soit compliqué à ce point-là. Et c'est vrai que les candidats le répètent assez souvent. Donc, il faudrait vraiment que les gens qui postulent se le mettent dans la tête que c'est un enfer à vivre, Koh-Lanta, que c'est une belle expérience, mais que c'est vraiment très dur. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque épisode, tout le monde dit que c'est vraiment dur et qu'ils s'y attendaient pas à ce point-là. On retourne directement chez les Violets, ils profitent du feu, ils vont manger chaud, ils sont contents. Stéphanie annonce même le menu avec quelques coquillages, quelques fruits de mer, des crabes, etc. Mais finalement, ce n'est pas du tout appétissant. On a même Stéphanie qui recrache carrément ce qu'elle mange. Anne-Sophie dit qu'elle a mangé, mais que c'est juste mangeable. Clairement, ils ont le feu, ils mangent chaud, mais c'est pas ouf leur trouvaille. Mais voilà, ils se recouchent quand même tout de même heureux et boostés d'avoir eu le feu. C'est quand même un gros plus dans l'aventure, donc ils se couchent quand même assez satisfaits de leur journée. Mais très rapidement, le réveil est assez dur pour eux puisque le feu s'est éteint. Voilà, ça fait plaisir, on se réveille, le feu est éteint, personne l'a entretenu. Et là, on sent vraiment que ça a achevé Mathéo. On a un Mathéo qui est à bout, qui dit qu'il ne kiffe pas du tout l'aventure, qui s'attendait pas à ça, qui prend aucun plaisir. En plus, qui devient parano, qui ne sent pas du tout à l'aise dans son équipe. Il dit que tout le monde est très gentil, mais il est pas à l'aise. Et il découvre vraiment la dureté de Koh-Lanta, il s'attendait vraiment pas à ça. Et ça m'a un peu fendu le cœur, clairement. Bon, j'ai envie de dire, voilà, Koh-Lanta, c'est imprévisible, fallait un petit peu s'y attendre. Mais ça m'a fendu mon cœur parce que je suis un peu attaché à Mathéo et ça m'a fait
fait un peu de mal de le voir aussi triste et aussi déçu en fait de son aventure. Donc j'espère qu'au cours de l'épisode ça va un petit peu aller mieux, mais on va découvrir que finalement pas trop. Donc j'étais un peu triste pour lui. Et chez les violets, on a un oiseau qui se fait bien entendre dans la jungle. Hein. Les aventuriers le comparent à une alarme de pompier, clairement une sirène de pompier, une alarme. Et c'est vrai que c'est assez bruyant, clairement. Même le court extrait qu'on voit, je me dis mais c'est un enfer, impossible de se reposer, de faire quelque chose, de se concentrer, c'est vraiment un enfer. Donc les violets se réveillent déprimés, sans feu et avec un oiseau qui hurle sans limite. Eh ben ça fait plaisir. Ensuite chez les verts, la bouteille de l'épreuve d'immunité est arrivée. On devine pas trop ce que c'est l'épreuve, clairement. Je me dis mais qu'est-ce que c'est Voilà, il y a pas beaucoup d'indices, c'est peut-être une épreuve qu'on n'a jamais vue. Mais les verts sont clairement chauds. Ils disent qu'il faut pas perdre, on n'en peut plus. Ils sont encore un de moins, donc là il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'infériorité numérique pour la suite, parce que c'est vrai qu'en unification ça va être très compliqué s'ils se retrouvent à 2-3 verts contre tous les rouges et tous les violets, un peu comme Cyril et Maud qui s'est retrouvé les 2 derniers contre tous les jaunes et tous les bleus. Ça va être compliqué, donc vraiment il faut pas perdre. On sent une équipe ultra motivée, Nicolas en particulier qui veut tout donner. Pauline est inquiète parce qu'elle sait que voilà, elle a rien trouvé spécial sur l'aventure et en plus elle a le bracelet, donc vraiment s'ils perdent, elle sait très bien que ça va être pour sa pomme, surtout que Seta a une amulette d'immunité, donc personne peut voter Seta. On a l'arrivée des candidats à l'épreuve, tout le monde constate l'absence de Franck, donc là vraiment on a beaucoup de têtes un peu étonnées, tout le monde se regarde, on se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, et Denis annonce que Franck a abandonné et c'est le choc clairement sur les visages de tous les candidats, en particulier Alexandra qui n'en revient pas et qui dit même que ça lui ressemble pas du tout. Alors sur le coup je t'en mode mais genre tu le connais, hein, vous avez parlé 10 minutes sur un bateau, calme-toi. Mais elle dit que voilà, elle pensait qu'il était plus fort psychologiquement, que même ça pouvait être l'un des plus fort. On a Jean-Philippe qui témoigne et qui parle de sa colère, que vraiment il était très déçu que Franck s'en aille comme ça. Les autres candidats sont quand même assez choqués, on va pas se mentir, mais bon, l'aventure continue et malheureusement les verts sont encore un de moins à cause de cet abandon. Et donc on apprend que la nouvelle épreuve c'est du jamais vu. Donc on a jamais vu cette épreuve, c'est une nouveauté. Peut-être que ça a déjà été dans Survivor, hein. C'est vrai qu'il pique pas mal d'idées dans les épreuves dans Survivor, et pas que les épreuves d'ailleurs. Mais niveau explication, c'était assez compliqué. J'avoue, quand Denis a tout expliqué, j'étais en mode, mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire en fait, Denis, c'est pas clair du tout. Donc en gros, je vais essayer de le résumer. Il faut construire un tourniquet de 13 pièces. 5 candidats sont sur une plateforme, puis le dernier candidat est à côté du tourniquet afin de construire le plus rapidement possible. Mais avant, il doit défaire des cordes et libérer les 12 premières pièces et brandir une plateforme une fois que cela est terminé pour que les 5 candidats sur la plateforme en face se lancent dans un relais avec des obstacles sur leur chemin et le dernier candidat des 5 amène la dernière pièce et ils pourront construire ce tourniquet. Et ce tourniquet se fait un peu de puzzle parce qu'à la fin il faut pouvoir le tourner sans qu'il bute sur une autre structure à côté. Donc vraiment c'est assez compliqué à expliquer, mais quand on voit en fait c'est assez logique. Mais j'avoue qu'il a bien fallu que je regarde l'épreuve pour vraiment comprendre tout ce qu'il fallait faire. J'avoue que c'était pas une épreuve très limpide pour moi, mais une fois qu'on l'a vu, je pense que les candidats, on leur explique bien longtemps avant parce que sinon les gens vont se perdre. Mais c'était assez complexe, mais quand on la voit, finalement, ça passe. Donc c'est le moment de tirer les boules noires et c'est Fouzi et Bastien chez les hommes qui l'ont et Olga chez les filles. Fouzi et Bastien sont clairement déçus, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est clairement des bons candidats qui auraient pu apporter une belle victoire. Et là, le temps se met à être très colère. La pluie est vraiment vénère, c'est torrentiel. On sent que ça va être encore plus de difficultés à l'épreuve. C'était déjà assez compliqué à comprendre, et bien finalement, ça va être aussi compliqué à faire. Et donc, pour le candidat qui sera tout seul à côté du tourniquet, qui va défaire les cordes, libérer les pièces du tourniquet et commencer le tourniquet pendant les relais, ce sera Stéphanie chez les violets, Pauline chez les verts et Benjamin chez les bleus. Ils sont donc à côté du tourniquet et ils vont tout donner. Et donc c'est parti, les 3 doivent défaire les cordes le plus rapidement possible. On sent que Benjamin prend le lead par rapport à ses camarades et c'est finalement lui effectivement qui arrive en premier à libérer les pièces et à brandir la plateforme. Donc Colin de son équipe part pour le premier relais, puis Stéphanie en seconde arrive à défaire toutes les pièces et c'est Ambre qui part pour les violets. Et chez les bleus, Alexandra part pour le deuxième relais et Pauline n'a toujours pas fini de défaire les pièces. Très rapidement elle réussit enfin et c'est Loana qui part pour les verts. Ça s'enchaîne pas mal, on sent que d'un côté on construit le tourniquet hyper vite et le relais s'enchaîne, vraiment on sent que c'est très dynamique cette épreuve, ça va dans tous les sens. J'avoue que même des fois je ne savais pas trop quelle équipe mener, on sentait quand même que les bleus avançaient très bien. Les filles violettes galèrent un petit peu, on va pas se mentir. Elles donnent tout, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les verts, on les voit très peu dans le montage, on ne sait pas trop comment ils évoluent dans l'épreuve. Mais clairement, les bleus, ils dominent. C'est vrai qu'on voit très rapidement qu'ils avancent extrêmement bien. Et finalement, les verts semblent un peu perdus et on sent que les violets et les verts sont au coude à coude. Donc la défaite peut se jouer entre eux, car clairement, on avait compris que les bleus s'imposaient sur l'épreuve et qu'ils allaient largement gagner. Maxime, Mathéo, François sont les derniers relayeurs. Les verts sont très en retard finalement sur les violets. Maxime part en premier, il donne tout. Les bleus ont bien avancé, ils bloquent, mais ils se ressaisissent rapidement. La victoire semble à leur portée.
Et sans surprise, oui, les Bleus remportent la victoire. C'est quand même une très bonne équipe, les Bleus, on va pas se mentir. Ils ont été ultra efficaces grâce à Benjamin. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que Benjamin était assez incroyable. Matteo est en train d'arriver au tourniquet parce qu'il ne faut pas arriver dernier, il ne faut pas oublier parce que sinon c'est le conseil. Tout comme François, donc là on sent que c'est égalité pour les deux équipes. Mais les violets semblent un petit peu moins paumés quand même. Et effectivement, très rapidement, il remporte la deuxième place et c'est l'hystérie chez les violets et la déception chez les verts. On a JP qui est clairement très colère. Mais très rapidement, on voit Ambre qui a une pièce du tourniquet dans la main et qui essaye un petit peu de le jeter, de le cacher. J'ai pas compris ce moment de fait. Mais elle est sérieuse. Sauf que Denis le voit et dit non, c'est pas fini les violets, faut repartir. Donc c'est reparti pour finir le premier chez les verts et chez les violets ce tourniquet de l'enfer. Et finalement, les verts se ressaisissent et remportent la victoire. J'étais choqué, j'étais oh là là, mais retournement de situation. Pourquoi Ambre a fait ça? Alors sur Twitter, elle a été accusée de le faire exprès pour faire perdre les violets et faire gagner les verts. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, on va pas accuser Ambre sans trop savoir. Mais c'est vrai que la façon dont elle l'avait dans sa main en mode ouais on a gagné, alors que tu as une pièce dans ta main en fait, et qu'elle a essayé de le jeter un petit peu en mode non en fait j'ai rien. Bon j'avoue que c'était un peu malaise, mais voilà finalement les violets se retrouvent perdants. Est-ce que c'était un plan de Ambre, on ne saura jamais. Et c'est les verts qui remportent la deuxième place et qui n'iront pas au conseil, puisque oui on apprend qu'il n'y aura qu'une équipe qui ira au conseil. Donc c'est vraiment horrible pour les violets niveau ascenseur émotionnel, mais très positif pour les verts. J'avoue que j'étais un peu déçu parce que je préfère les violets au vert, et surtout que chez les violets il y a Matteo et Stéphanie que j'aime bien et je savais clairement qu'ils étaient en danger vu que Ambre avait son amulette d'immunité, donc j'étais un peu dégoûté. Je me dis ça y est, ça va être compliqué pour le bon binôme, mais bon tant mieux pour les verts, au moins enfin ils ont une petite victoire parce qu'ils sont que deuxième, calmons-nous. Mais voilà, donc petit retour en situation dans l'épreuve, j'avoue que j'étais très tendu à ce moment-là. Donc Denis félicite les bleus parce qu'ils enchaînent leur deuxième victoire en immunité et c'est vraiment grâce à Benjamin qui a pris une belle avance sur l'épreuve de la corde. Il est très fier d'avoir mené son équipe à la victoire et pour lui aussi, il est fier de lui. Et pour lui, le jeu commence vraiment. Ça y est, enfin, le jeu commence. Il est enfin dans la lumière. Il va vraiment tout donner par la suite. Jean-Philippe est soulagé pour les verts. Il est même ému. C'est vrai que Jean-Philippe a l'air très sensible comme garçon, malgré ses gros muscles. Il est fier de son équipe et il repart à 6 sur le camp. Matteo est très déçu d'aller au conseil. Il est clairement dégoûté et on sent que ça va être clairement tendu sur le camp et ça va être clairement tendu aussi pour lui, pour sa place, vu qu'il est très démotivé et que ça peut jouer pour son élimination, clairement. Donc les bleus retournent sur leur camp complètement victorieux. On a Benjamin qui est tout fier, Colin est ultra ravi. L'équipe le remercie, ça y est, Benjamin est un peu considéré dans son équipe parce que c'est vrai qu'il était clairement au bottom, on va pas se mentir. Il commençait déjà à penser à des stratégies pour casser le quatuor très fort, même si je pense qu'il n'a toujours pas oublié cette idée. Mais vraiment, ça y est, l'équipe est fière de lui. On a le petit portrait de Benjamin, donc j'étais surpris qu'on ait un portrait plus long, parce qu'on n'a pas eu le portrait de Céline, on n'a pas eu le portrait de Lily, on n'a pas eu le portrait de Franck, alors qu'ils sont sortis. Et là, on a le portrait de Benjamin, donc j'étais un peu surpris de voir un portrait. Et on a un petit plan sur le damier cette fois. Ce n'est plus la partie d'échecs, ce n'est plus l'échiquier, c'est le damier. Donc on sent vraiment que c'est absolument l'élément essentiel pour un stratège, un jeu avec des petits pions en mode échec-dame. Alors dame, ça fait un peu moins stratège que échiquier, mais ils ont voulu varier, je pense. Et donc on retourne sur le camp bleu où Alexandra parle de la performance de son équipe et de Benjamin, qu'elle était très surprise et très fière aussi, mais quand même assez surprise qu'elle n'aurait pas vu performer comme ça sur une épreuve. Samira dit qu'il a clairement tout déchiré, on sent qu'il y a quand même une petite alliance entre eux, ils s'entendent très bien, il y a un petit lien, donc Samira est très fière de Benjamin. Colin n'avait pas forcément confiance au début, mais il dit qu'il a fait clairement le taf. Benjamin révèle également qu'il était ultra stressé, mais qu'il est content de ne pas avoir échoué et que si ça avait été le cas, sa tête aurait été mise à prix clairement, mais bon, qu'il l'assumait. Du coup, ça le stressait un peu et ce que je peux comprendre, clairement, j'aurais été à sa place, j'aurais été en PLS, j'aurais tout donné, mais j'aurais été en PLS. Et on retourne chez les violets, donc les violets perdants qui vont aller au conseil. Et là, c'est clairement le bazar sur le camp, physiquement. C'est-à-dire que les vêtements sont dans tous les sens, le camp est sans dessus-dessous. C'est vrai qu'il y a même des éléments de nourriture qui ont disparu. Même Ambre qui dit mais il y a même des Crab Cooper 2 qui ont disparu. Donc clairement, il parle de vent, il parle de temps, donc pourquoi pas. Je pense clairement que c'est les singes qui ont tout retourné. On va pas se mentir, c'est vrai que les singes, c'est un peu des petits voleurs, un peu des petits fouineurs. Je pense qu'ils ont retourné le camp, clairement, ils se sont fait plaisir, ils ont pris toute la bouffe et ils ont vérifié s'il n'y avait pas grand chose à prendre. Donc je pense que le temps a bon dos, c'est clairement les singes. Et là, c'est vrai que les tractations vont commencer. Yannick est très déçu d'aller au conseil et là, il dit clairement qu'il hésite entre Matteo et Stéphanie qui sont les deux éléments les plus faibles pour lui, vu que Ambre a l'amulette d'immunité. Matteo sent clairement qu'il va partir et que si c'est pas lui, ça sera Stéphanie. Donc il est un peu au bout de sa vie, il est un peu en larmes, il dit que c'est sa pote, donc il est vraiment triste. On a une Ambre qui est clairement prise en stratégie par les autres, qui dit bon mais tu vas voter quoi? Clairement elle ne veut pas se griller, elle dit qu'elle s'aligne avec eux, elle va voter comme la majorité pour pas non plus se mettre à part et trop se faire remarquer dans une équipe qu'elle vient juste d'intégrer. Tout le monde semble hésiter entre deux personnes, donc Stéphanie et Matteo, mes deux favoris, j'avoue que j'étais un peu dégoûté. Bastien serait plus Matteo
qui semble plus faible psychologiquement, alors que Jean-Charles, lui, va voter Stéphanie, qui trouve faible physiquement sur les épreuves. Il dit que les deux sont les plus à l'écart et que clairement ça va jouer entre eux. Donc vraiment, j'étais un peu déçu de cette fin d'épisode. Stéphanie embarque Mathéo dans la jungle pour, entre guillemets, chercher du bois, mais c'est clairement pour chercher le collier. Ils sont pas naïfs, ils sentent qu'ils sont dans le bottom, qu'ils peuvent sortir très rapidement. On a même Mathéo qui dit chercher du bois pour sortir direct, ça sert à rien. Donc il cherche le collier. Stéphanie cherche vraiment avec détermination parce qu'elle veut rester dans l'aventure, mais on a une petite Anne-Sophie qui surveille, elle se méfie. Voilà, elle regarde, elle guette. Elle est pas folle, Anne-Sophie, c'est l'une des plus malines de son équipe. Elle veut savoir quel collier, elle veut pas se faire avoir. On a même des petites confidences entre Mathéo et Anne-Sophie. Elle fait style de pas savoir ce qui va se passer au conseil. Bon, j'ai envie de dire mort de rire, clairement, on va pas se mentir. Elle sait très bien que c'est Mathéo ou Stéphanie qui va sortir. Mathéo lui demande clairement si elle cherche le collier, et même il est un petit peu surpris qu'elle cherche le collier parce qu'elle est pas en danger, ou alors il se dit qu'elle cherche le collier pour que justement eux deux ne le trouvent pas. Bon, voilà, tout le monde se méfie, il y a beaucoup de doutes et de méfiance sur le camp. On a Bastien qui dit que Stéphanie et Mathéo font comme Céline et Céta dans le premier épisode, mais il réfléchit un peu, Bastien, et il dit qu'il a peur pour Yannick parce qu'il a déjà une voix, et si les deux votent Yannick, ça fait déjà 3 voix, ça peut créer une égalité. Il suffit qu'ils embarquent un peu Ambre dans leur stratégie et Yannick sort direct, ça serait un petit peu dangereux. On a même Anne-Sophie qui va anticiper parce que ça peut être compliqué pour Yannick, et s'il sort, ça va être très difficile pour l'équipe et pour la suite de l'aventure. Donc on sent que Anne-Sophie veut même dispatcher les votes une nouvelle fois. Anne-Sophie, vraiment, c'est le cerveau de l'équipe, même si Bastien a une bonne idée de dire que Yannick pouvait être potentiellement en danger. Et là, je suis même surpris que Stéphanie et Mathéo n'aient même pas pensé à voter Yannick, même si c'est un bon élément, qu'il est grave fort et que c'est le leader entre guillemets. Enfin, faut jouer quoi, faut sauver sa tête, faut y aller. Et je suis très déçu qu'ils aient 0 stratégie. Alors Mathéo, ça me surprend moyen parce qu'il n'avait pas un profil de stratège, mais Stéphanie qui s'est présentée dans son portrait comme la big stratège de la saison, la nouvelle Cindy, je m'attendais à un peu plus de moves stratégiques. Là, c'était le moment d'aller voir Ambre et dire bon, clairement, on vote tous les 3 Yannick, il a déjà une voix, hop, ça sort, ça dégage. Et finalement, rien. Voilà, c'est un peu décevant, j'étais un peu déçu, même si c'était pas la meilleure stratégie de toute la Terre, mais je me dis pourquoi pas, ça aurait été sympa qu'il le fasse. On a donc le conseil qui commence, un conseil qui va être un petit peu tendu, plein de stress. Bastien témoigne, il pense qu'ils sont partis plus en confiance, ils ont gagné le confort juste avant, donc ils se sont dit c'est bon, on va tout fracasser, et finalement leur confiance leur a porté défaut et ça a amené la défaite. On a Jean-Charles qui valide et dit qu'il pense que les autres avaient plus faim et qu'on a faim, on a plus la rage. Ils ont peut-être eu trop confiance en eux, donc moins de rage de vaincre, clairement. Et le conseil finit très vite puisque c'est déjà les votes. Et donc les votes commencent, on voit Yannick qui vote Mathéo, trop négatif, et que ça peut nuire à l'équipe. Et Bastien, lui, de son côté, vote Stéphanie, pas assez physique sur les épreuves. On voit pas plus de votes que ça. Et on découvre que bon, finalement, personne n'a de collier. Pas très surprenant, sinon il l'aurait montré clairement dans le plan, parce que c'est vrai que quand il y a un collier trouvé, la production nous met souvent dans la confidence. Alors que moi, j'aime bien quand ils nous mettent le doute et que finalement, on voit que le candidat a le collier. Ça peut être sympa aussi, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Et les votes sortent. On a très rapidement beaucoup de Mathéo, il y a 3 voix, mais Stéphanie aussi. On a la voix d'Yannick, mais bon, on sait que c'est le vote du totem maudit. Et finalement, on se retrouve à 3-3, il reste plus qu'un vote et c'est finalement Mathéo qui part. Alors je vous avoue que mon cœur s'est brisé parce que je l'aimais bien, ce petit Mathéo. Je pense qu'il aurait été intéressant à suivre dans la suite de l'aventure. Donc j'étais un peu dégoûté, clairement. On a une Stéphanie qui est en larmes, qui est au bout de sa vie, clairement. Je vais pas vous cacher que j'étais très touché par les larmes de Stéphanie. Même si bon, au niveau stratégie, ils ont été 0, ils ont carrément voté l'un contre l'autre. C'est un peu stupide. J'aurais tenté au moins de voter Yannick, on sait jamais, une égalité, ça aurait été sympa. Il est très déçu de quitter l'aventure. C'est un rêve qui se brise et tout s'effondre. Voilà, il veut essayer d'en tirer les bénéfices, car elle a perdu énormément confiance à cause de cette aventure. Il voulait gagner en confiance et finalement elle en a beaucoup perdu. Mais il dit quand même qu'ils ont fait le bon choix parce que Stéphanie s'éclate dans l'aventure. Voilà, et que finalement lui il était moins à fond que Stéphanie. On a une Stéphanie qui témoigne et qui fait l'éloge de Mathéo, qui sent que ça va être très dur pour elle pour la suite déjà, qu'elle était un petit peu dans le bottom et là sans Mathéo, bon, ça va être la prochaine cible, on va pas se mentir. Donc elle est très déçue, voilà, même si elle a voté contre lui, on sent vraiment que c'est un déchirement pour elle et Mathéo s'en va. On a même un petit jeu de mots de Denis qui dit sur la pointe des pieds parce qu'il est danseur classique. J'ai trouvé ça un peu lourd, Denis, clairement. Ok, c'est un peu bien trouvé, mais bon, je fais oh là là, toujours plus Denis. Et donc c'est fini pour Mathéo et clairement, ça m'a brisé mon cœur, je ne vous le cache pas, je m'attendais pas à un départ aussi rapide. Ensuite, on a le teaser de la semaine prochaine, c'est un confort qui sera individuel. On apprend également que les équipes vont être recomposées, c'est un swap, donc pas du tout surprenant. Je l'avais dit que ce serait dans l'épisode 3 ou 4 que ça allait arriver. Clairement, qu'on a 3 équipes, on sait qu'après ça va se mélanger en 2 équipes qui vont être les jaunes et les rouges, mais qui va être les 2 chefs d'équipe. Ça va être un peu comme dans les 4 terres, je pense, quand Alix et Bertrand Camel avaient gagné l'épreuve, du coup à l'envers, il me semble, et qu'ils avaient composé leur équipe. Je pense que ce sera la même chose, que l'épreuve de confort, qui sera donc individuelle, les 2 gagnants seront les 2 chefs d'équipe, des rouges et des jaunes. Donc on sent qu'il y a pas mal de petits conflits aussi, qu'il va y avoir pas mal de petites punchlines. On sent que ça va être
clairement tendu, donc je suis assez impatient de découvrir l'épisode 3 de la semaine prochaine. Ensuite, donc, on a l'interview de l'éliminé, donc ce pauvre petit Matteo qui est dégoûté, qui pense à ses proches qui vont être très déçus par son parcours. Il n'a pas montré ce qu'il voulait montrer, il est en larmes et son rêve se brise et mon cœur aussi avec, je suis très triste. Et donc on voit les votes de Ambre et Anne-Sophie qui ont voté Matteo car il était trop négatif et Anne-Sophie qui précise qu'elle ne pouvait pas voter Stéphanie, la reine du feu. Voilà, donc très déçu par la fin de cet épisode, je ne vais pas vous le cacher. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai beaucoup aimé cet épisode, vraiment ça confirme que ça va être une bonne saison je pense. Vraiment au niveau du casting, ils sont tous intéressants. On a 2-3 candidats qui sont encore un peu trop discrets, on va pas se mentir. Mais quand même, le casting est plutôt pas mal. Franchement, tous les candidats sont intéressants. On a quelques-uns qui se sont révélés dans cet épisode, donc c'est vraiment top. C'était plutôt fluide, plutôt rythmé. Je me suis pas du tout ennuyé. Les épreuves étaient plutôt sympas. Surtout l'épreuve inédite, c'est du jamais vu, donc c'est sympa, c'est novateur. On a eu pas mal de survie, donc ça peut plaire à tout le monde, ceux qui regardent Koh-Lanta pour la survie, donc ça a mis un peu de peps. C'est sympa. Par contre, zéro stratégie. Donc ça, c'est vraiment dommage, surtout de la part de Stéphanie et Matteo. On a eu un abandon de Franck assez décevant, clairement c'est une catastrophe pour moi, erreur de casting, j'ai vraiment pas compris. Le départ de Matteo, clairement c'était pas une bonne fin d'épisode pour moi, mais bon, c'est assez logique, hein, clairement, c'était soit lui soit Stéphanie, c'était assez logique qu'il sorte. J'ai tout de même préféré le premier épisode qui était vraiment très sympa, un très bon lancement, mais l'épisode reste plutôt correct et même dans la moyenne assez haute. Vraiment, ça donne envie de suivre la suite et en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode, donc je suis impatient de découvrir les prochains épisodes de l'édition du Totem Maudit. Et au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les bleus avec Alexandra qui était moins énervante que le premier épisode, on l'a beaucoup moins vu. On sent quand même qu'elle était un peu plus faible physiquement, mais c'était pas non plus une catastrophe. Elle reste quand même un peu leader de son équipe, mais elle était moins mise en avant, donc ça fait plaisir parce qu'elle avait été un peu agaçante dans le premier épisode, je vais pas mentir. Moi, clairement, son avenir dans l'aventure, j'imagine un petit blindside. Alors, j'avais imaginé un blindside de l'alliance Benjamin, Samira, Olga, Géraldine, mais finalement, vu qu'ils vont être swappés, ça va être différent, mais vraiment, Alexandra, je pense qu'elle va agacer par la suite et qu'elle va sortir un peu par surprise. En tout cas, c'est mon estimation. On verra bien si j'ai raison. On verra bien, mais en tout cas, moins agaçante que le premier épisode, donc plutôt moyen. Voilà. Pas positif, mais elle m'a pas saoulé, donc ça va. Ensuite, Maxime, on l'a beaucoup moins vu aussi. Il a performé, il était là, il est plutôt positif. Il est assez souriant. Moi, c'est quelqu'un qui a plutôt une good vibes. J'avais pas du tout aimé son portrait, mais finalement, il confirme que je l'aime bien. Maxime, c'est pas un de mes favoris, mais il est feel good. Potentiel gagnant, on sait pas. Peut-être qu'il va faire trop peur en unification, mais en tout cas, bon candidat. Et il est toujours souriant, il fait jamais la gueule, et ça fait plaisir. Ensuite, Fouzi, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une bonne tête, voilà, il est plutôt positif aussi, on sent que ça va être un gros candidat également. Moi j'aime bien, bon on l'a pas énormément vu, un petit peu sur l'épreuve et pour faire un peu le feu, mais voilà, j'ai bien aimé ce candidat, je l'aime toujours, j'attends de voir la suite, mais en tout cas plutôt positif sur Fouzi. Ensuite, Benjamin, alors ça a été un peu la révélation de l'épisode avec Louana, vraiment très sympa, je m'attendais à avoir que de la facette stratégique et finalement non, on l'a vu que sur les épreuves il pouvait être bon, il s'est donné en survie, je pense qu'il peut être vraiment intéressant comme candidat, c'est pas comme un Adrien ou un Ahmad qui vont juste stratège et après nul sur tout le reste. Là vraiment intéressant. J'espère qu'il va pas trop partir rapidement parce qu'il est plutôt intéressant. Il peut faire des petits coups sympas aussi en stratégie. J'aime bien son petit binôme avec Samira. C'est pas le binôme non plus Matteo Stéphanie, mais intéressant. Donc affaire à suivre, mais petite révélation, j'ai bien aimé. Ensuite Samira, je l'aime beaucoup, donc je suis pas très objectif sur elle. Je trouve qu'elle a la hargne, elle a la rage, clairement elle le montre. Elle est toujours aussi positive. Pour l'instant, elle est pas trop colère parce qu'on sent qu'elle peut s'énerver assez rapidement et là pas trop. Là ça va pour l'instant. Elle est pas forcément hyper bien placée dans son équipe. En tout cas, on sent qu'elle est plutôt appréciée, que s'il y a un conseil, ce serait pas l'une des premières visées. Donc, plutôt positif pour elle. Je pense que par la suite, elle peut briller. Donc, je crois en Samira, en tout cas, que du positif pour elle. Ensuite, Olga, malheureusement, elle a pas beaucoup eu, alors que c'est une candidate qui m'intéresse énormément. Je la trouve mystérieuse, plutôt sympathique, assez, marginale par rapport aux autres candidats. Donc, j'attends de voir par la suite. J'espère qu'on la verra beaucoup plus, parce qu'à part avoir dit, je suis un peu déçu de pas avoir le feu, elle a rien dit de plus. J'espère que par la suite, on la verra un peu mieux. En tout cas, moi, j'aime bien. En tout cas, elle m'intrigue, elle pique ma curiosité, si vous voulez savoir. Ensuite, Géraldine, trop discrète, c'est un peu la Marguerite des Fidji. Même Marguerite, on la voyait un peu plus. On la voit pas assez. Elle a clairement le profil de first boot de son équipe. S'il y a un conseil, elle va clairement être en danger. Bon, là, les équipes vont être swappées, mais je pense que ça peut être quand même compliqué pour elle. Voilà, je suis assez neutre, pas négatif, pas positif. Je m'en fous un peu pour l'instant de Géraldine, on la voit pas assez. Donc, à voir par la suite, mais trop discrète pour moi pour le moment. Ensuite, Colin, qu'on a vu un peu plus par rapport au premier épisode. Voilà, Colin, pour moi, aucune attache. Je le trouve pas trop intéressant.
intéressant pour l'instant. On dirait un peu un Loïc vite fait, sans la bonne humeur, parce que même s'il n'est pas très négatif, il n'est pas non plus le rayon de soleil qu'est Loïc, clairement, on va pas se mentir. Mais voilà, pas pareil que Géraldine, neutre, pas d'intérêt pour moi pour l'instant. À voir, je trouve qu'il y a un peu trop de hype autour de lui, donc à voir s'il sera décevant ou non, mais pour l'instant, pas d'intérêt pour lui, désolé Colin. Ensuite, les violets, donc Yannick, le nouveau leader des violets, donc clairement, je l'aime bien, je n'ai pas d'avis négatif sur lui. Je pense qu'il pourrait m'agacer au fil du temps, parce que il fait trop le chef, je trouve. En tout cas, il donne un peu trop son avis, même s'il est assez sobre et assez humble pour le moment, et c'est pas JP non plus. Mais voilà, je trouve qu'il est un peu... il prend trop de place pour l'instant. J'ai vraiment pas un avis négatif, mais il est moins positif que le premier épisode. Ça avait été vraiment une surprise dans le premier épisode. Là, sans plus. En plus, il veut éliminer Stéphanie et Mathéo, donc je suis pas très fan. Mais voilà, il est quand même good vibes, on va pas se mentir. Il est plutôt apprécié en plus par le public. Je l'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus un de mes favoris. À voir par la suite, mais je pense qu'il peut me fatiguer au fil des épisodes. Ensuite, Bastien, que j'appréciais pas du tout dans le portrait et même dans le premier épisode. Et là, ça va beaucoup mieux. Déjà, il a bien performé sur l'épreuve, on va pas se mentir. Et sur le corps, voilà, il est plutôt actif. Il commence à penser un petit peu stratégie, à se méfier à droite à gauche. Donc, je pense que Bastien, un peu comme Maxime, ça peut être un potentiel gagnant. J'avoue qu'aujourd'hui, ça me fatiguerait qu'il gagne parce que voilà, je suis vraiment pas fan du personnage. Il m'agace très rapidement. Mais il a un bon profil. Il peut aller très très loin, honnêtement, Bastien. Je mets un petit peu ma pièce sur Bastien, comme quoi il peut être finaliste dans le carré, voire peut-être gagnant. Parce que les gens l'apprécient. Donc, je l'apprécie pas énormément, mais ça passe. Beaucoup moins négatif que le premier épisode, en tout cas, à voir par la suite, mais je pense qu'il peut aller très 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 loin, Sébastien. Ensuite, Anne-Sophie, qui était un peu la surprise du premier épisode également, que j'avais pas du tout aimé dans le portrait et que j'avais bien aimé dans le premier épisode parce qu'elle a été réfléchie et elle avait un cerveau par rapport à certains candidats de son équipe. Et là, ça se confirme, je la trouve plutôt maintenant agréable et attachante. L'histoire des petits animaux qui l'agressent, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, clairement, elle a viré Mathéo, ça m'a énervé, mais je trouve qu'elle est plutôt appréciable, en tout cas pas du tout énervante comme peut l'être par exemple une Alexandra. En tout cas, j'aime bien. Voilà, elle est plutôt dans mon top de mes candidats. Je sais pas trop à quelle place, mais je l'aime bien. Je pensais pas l'apprécier autant. En tout cas, je trouve qu'elle a de belle personnalité. Elle est pas si bête que ça. Et je pense qu'elle peut aller loin également parce qu'elle est plutôt appréciée. Ensuite, Stéphanie, qui était la révélation du premier épisode avec Yannick et Anne-Sophie. Mais là, vraiment, c'était la révélation avec sa petite punchline de fin. Là, j'ai plutôt apprécié. Finalement, j'aime bien sa personnalité. Voilà, elle va pas par quatre chemins. Elle donne tout. Elle a fait le feu. En survie, elle s'est donnée. Elle était dans le bottom. Et direct, elle a cherché un collier. Voilà, elle a bien donné. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est de pas avoir été stratège avec Mathéo pour essayer de sortir Yannick, par exemple. Elle a pas trop réfléchi, elle a juste cherché un collier et c'est tout. Et c'est vraiment dommage. En plus, je pense qu'en avenir va être compliqué, même si elle swap des équipes. Elle est clairement faible dans les épreuves, donc elle peut être clairement une cible. Donc à voir par la suite, mais voilà, avis assez positif de Stéphanie. On verra si ça évolue aussi bien. Ensuite, Ambre, alors elle, c'est complètement neutre. J'avais beaucoup aimé son portrait, mais finalement, c'est pas la grande révélation. Certes, elle parle un peu plus qu'une Pauline ou qu'une Géraldine, mais voilà, pas grand intérêt pour l'instant, surtout qu'elle a switché, donc elle se retrouve à repartir un petit peu à zéro. Pour elle, c'est pas forcément du positif. Elle était bien placée dans son équipe des Verts, donc à voir par la suite, mais voilà, je m'en moque un peu. Je pensais pas que j'allais avoir un avis si pas négatif, mais si neutre sur Ambre, parce que j'avais beaucoup aimé son portrait, finalement, voilà. Pas trop d'intérêt pour le moment. On verra si elle arrive à sortir son épingle du jeu. Le swap, ça lui fera du bien. Au moins, elle sera plus dans le bottom des violets. Mais en tout cas, voilà, pas grand intérêt pour l'instant pour moi. Ensuite, Jean-Charles, qui, voilà, à part la survie et le social, s'impose pas trop dans l'aventure, mais je le trouve plutôt attachant. Je sens qu'il va être ultra apprécié du public parce qu'il est tout gentil, il est tout le temps souriant, il a un joli regard. Enfin, il va vraiment séduire pas mal de monde. Moi, je l'aime bien, même si bon, il fait partie de ceux qui ont éliminé Mathéo et que ça m'énerve. Je le trouve plutôt sympa quand même. Voilà, je le trouve plutôt appréciable. Assez positif, mais il va falloir qu'il se réveille un peu parce que pour l'instant sur les épreuves il est pas fou. La survie c'est correct et en social c'est plutôt bon. On verra par la suite, mais voilà, à voir. Je reste dans l'expectative. Ensuite Mathéo, donc éliminé, ça me fend le cœur, je suis dégoûté. Après je comprends, il se plaignait beaucoup, il vivait très mal l'aventure. On sentait que psychologiquement il était pas super fort, on va pas se mentir. Mais je suis très déçu parce que je le trouvais ultra attachant, vraiment c'était mon favori de la saison. Et je suis un peu deg parce que je trouve qu'il aurait été plutôt intéressant à suivre au fil de l'aventure s'il avait percé qu'il était allé en réunification. Il aurait pu être assez fort dans les épreuves parce qu'on a vu que sur les élastiques, sur le toit ou même dans les relais, dans l'épreuve d'immunité, il était plutôt bon. Donc je suis un peu déçu. Mais après, comme je vous disais au début de la vidéo, au niveau du spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas ce que je vais dire. Au niveau du spoil, en fait, dans les images en pré-générique, on voit un plan de Yannick qui s'énerve un peu et derrière il y a Mathéo.
et c'est un plan qu'on n'a pas encore vu. Donc j'espère fortement qu'il y ait un abandon médical et que Matteo revienne. Ce serait plutôt pas mal. Moi honnêtement j'apprécierais beaucoup. Donc j'ai de l'espoir que Matteo revienne. J'espère que ce sera pas un candidat que j'apprécie qui va abandonner médicalement. Mais je sens que Matteo, ce n'est pas fini pour lui. J'avoue que quand j'ai vu qu'il était éliminé, j'étais un peu surpris parce que je me rappelle de cette image forte dans le générique où Yannick s'énerve et j'ai bien vu que Matteo était derrière. Donc j'ai de l'espoir. On verra bien. C'est que des spéculations. J'avoue que je n'étais pas sur le tournage donc je ne sais pas s'il va revenir. Mais je croise les doigts. On sait jamais. Un petit abandon médical s'il vous plaît. Et pour terminer, les Verts avec Jean-Philippe qui a été plutôt discret cette fois. Il a essayé de se faire un peu plus discret que le premier épisode. Il a moins fait son malin devant tout le monde. Il a été un peu plus humble. Bon, moi je suis désolé. Je sais qu'il agace tout le monde mais je le trouve attachant. Ce mec, je ne sais pas pourquoi. Alors que s'il part, je m'en moquerai un petit peu mais je le trouve vraiment attachant. Je ne peux pas l'expliquer. Voilà, plutôt feel good, toujours souriant. Donc rien à dire sur Jean-Philippe. Il a été moins relou que le premier épisode. Donc chapeau à lui. Et je pense qu'il s'est contenu et c'est pas mal. Nicolas, pour moi, vraiment, c'est un peu comme Bastien dans le premier épisode. Bon, Bastien, c'est un peu révélé par rapport à Nicolas. Nicolas, pour moi, zéro intérêt. Vraiment, je le trouve pas attachant. Sur les épreuves, il est pas ouf non plus. Donc, à voir par la suite. Mais je sens que c'est pas du tout un candidat auquel je vais m'attacher. Je vais pas mentir. Pas d'intérêt pour moi, Nicolas, désolé. On verra bien, mais peu d'espoir pour lui, en tout cas pour qu'il soit dans mon cœur. Ensuite, François, qui a clairement pris le lead de son équipe, qui a pris la place de Jean-Philippe, on va pas se mentir. Moi, c'est pas le genre de profil que j'aime bien, de monsieur muscle, monsieur américain, qui va tout fracasser. Voilà, il a essayé de rebooster Franck, on sent qu'il veut booster son équipe. Ça va pas être un bon élément, mais ça va être une cible en réunification, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas grand intérêt pour moi, François, il est pas mauvais, je peux comprendre qu'on l'apprécie, mais moi, il m'intéresse pas trop. Mais c'est un bon élément, on va pas, voilà, on peut le dire, c'est un bon élément. Ensuite, Louana, qui a été aussi une révélation dans cet épisode, qui avait été ultra discrète dans le premier épisode, limite transparente. Et là, on sent vraiment qu'elle a un gros caractère, qu'elle se laisse pas faire. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette personnalité de Nana qui dit ce qu'elle pense. Voilà, elle va pas non plus par quatre chemins. Et c'est vraiment appréciable. Sur les épreuves, elle est correcte, vraiment. Même sur le toit, elle a prouvé qu'elle est vraiment bonne. Donc, je pense qu'elle est bien placée dans son équipe, clairement. On verra par la suite, mais je peux l'apprécier. Je pensais qu'elle allait être lambda pour moi. Et finalement, j'aime bien Louana. À voir, à surveiller. En tout cas, une candidate qui peut potentiellement rentrer dans mon cœur au fil de l'aventure. Ensuite, Pauline, bon ben là, c'est comme Géraldine, le fantôme des Verts. On l'a quasiment pas vu, même elle le dit qu'elle a pas fait ses preuves. Bon voilà, inutile, pas bonne sur les épreuves, dernière sur le truc des cordes, elle a le bracelet, bon clairement, pas grand avenir pour Pauline je pense qu'elle va vite sortir, on verra bien si je me trompe, parce que certains d'entre vous ont estimé que ce serait la gagnante, bon, on verra bien. Parce que certains ont estimé que Lily était la gagnante et ce n'était pas du tout le cas du coup. Mais pas d'espoir pour Pauline et puis pas d'intérêt pour moi. Donc désolé Pauline, fantôme de la saison pour le moment avec Géraldine. Seta, alors Seta, j'étais vraiment content qu'elle change d'équipe. Clairement, elle a saisi sa chance, elle a bien fait car clairement elle est bien positionnée. Elle remplit les ventres donc elle est clairement appréciée par son équipe. Elle a bien fait parce que sinon les violets, il y avait conseil, elle sortait, on va pas se mentir. Donc bravo à Seta, c'est une candidate que je trouve vraiment douce, vraiment attachante. Même si son social n'est pas incroyable, je sens que stratégiquement elle peut faire de belles prouesses. Et surtout qu'en survie, elle est très très bonne. Donc vraiment, Seta, je sens qu'elle peut aller plus loin que ce que les gens auraient pu penser. Donc bravo à Seta. Je te félicite et je te suis de très près et j'espère que tu iras loin. Ensuite, Franck, alors grosse déception, tout comme l'équipe des Verts, j'étais très déçu. Je m'attendais à ce qu'il aille un peu plus loin, qu'il ait un peu plus de harne et on a vu une facette de Franck que j'ai pas du tout appréciée. Donc écoutez, il veut partir. Ben ciao Franck, moi ceux qui abandonnent, ça m'intéresse pas. Donc désolé Franck, mais bisous, au revoir et puis il ne revient jamais surtout. Et donc voilà, j'ai terminé ma review du deuxième épisode de Koh Lanta, le totem maudit. Merci de m'avoir écouté depuis le début, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas voilà, c'est un épisode que j'ai bien aimé, le casting est top, ça va être une bonne saison, en tout cas j'ai confiance. Je suis très triste pour Matteo, une nouvelle fois je le répète, ça m'a brisé mon cœur, mais c'est comme ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à réagir, surtout mettez plein de commentaires, dites ce que vous pensez des candidats, même si vous n'avez pas le même avis que moi, c'est pas important. Le principal c'est qu'on débatte, donc réagissez. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Clem Coco est aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, j'essaye de mettre des posts assez rapidement. Et d'ici là, d'ici le 3e épisode, je vous dis à très vite et je vous embrasse.